Alors nous, aujourd'hui, on va parler de Aïcha, le film que vous avez vu hier soir. Et je suis évidemment, pour plusieurs raisons, plus d'une raison, on va dire, heureux de discuter avec Mehdi Barsaoui, le réalisateur du film, que nous connaissons, que moi je le connais depuis longtemps, très longtemps même, que nous connaissons au festival pour avoir déjà montré ses films, ses courts et ses longs. On a montré Bobby, on a montré On est bien comme ça, on a montré Un fils évidemment. Et je dois aussi préciser que comme je travaille beaucoup avec les jeunes dans les collèges, dans les lycées, et avec le jury, l'un des films, de mes films préférés, enfin en tout cas celui qu'on utilise le plus avec les jeunes, c'est On est bien comme ça, qui est un petit bijou, mais extraordinaire. Et comme d'ailleurs ce film-là, on va en parler, on a le temps, hein, on aura le temps de bien discuter avec Mehdi. Comme certains objets précieux dont la préciosité, enfin dans la valeur n'est pas forcément toujours d'emblée apparente. C'est-à-dire il faut gratter et voir ce qu'il y a derrière pour vraiment véritablement comprendre. Enfin voilà, c'est le gage de à la fois la modestie et aussi l'habileté quand on est comme Mehdi. Enfin, peut-être qu'il ne va pas dire, lui, tout ce d'où il vient. Je me permettrai de dire, comme je le disais tout à l'heure en aparté avec certains d'entre vous, qu'il vient du monde du cinéma, d'une famille de cinéastes. Hein. De quelque côté que vous le preniez, du côté de sa maman, du côté de son père, de son frère, etc. Ben, tout ce monde-là, il est dans le générique, et puis bon, il a baigné dans le monde du cinéma depuis tout petit, ce qui est un avantage, mais pas forcément, c'est pas forcément ça qui fait d'un cinéaste ce qu'il est. Donc voilà, ce talent-là qu'il a, et bien évidemment, il le doit à ça, mais il le doit surtout à lui-même. Ça va de soi. Voilà. Donc on va peut-être justement revenir sur tout ça, sur le parcours, pour comprendre. L'idée, nous, c'est d'essayer bien sûr de parler du film, hein. Évidemment, on ne va pas en parler dans le détail, mais aussi de comprendre un tout petit peu comment tout cela est arrivé, d'où ça vient, en essayant de nous arrêter sur peut-être les choses les plus importantes. Donc voilà, je te laisse retracer ton propre parcours comme tu l'entends. Merci Tahar Khattab, parce que je sais que c'est pas évident quand on se connaît, c'est pas évident, mais en tous les cas, merci pour cette belle introduction. Pour être sincère, l'idée c'était pas que je fasse du cinéma au départ. Je baignais dans un monde de cinéma, mais c'était presque un petit peu naturel, dans le sens où mes parents ont divorcé, mais ils étaient en bons termes. Ma mère qui était à la direction du cinéma au ministère de la Culture, mon père qui était réalisateur, mon beau-père, mon ex-beau-père, ou mon beau-père, bref, mon beau-père est producteur, mon frère producteur aussi, mais qui ne l'était pas, il était ingénieur, puis il a basculé vers ça, bref, mon cousin qui est réalisateur aussi, donc c'est un petit peu une famille de cinéma, mais jusqu'à ce que j'ai le bac, je ne voulais pas faire de cinéma. J'étais passionné, certes. On faisait des petits courts-métrages avec des amis au lycée. Il n'y avait pas encore de téléphone portable et tout ça, mais c'était comment dire, une passion. Jusqu'à ce que se pose véritablement la question après le bac, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je pense que ce sont mes parents qui m'ont un petit peu orienté vers le cinéma, mais pas dans la réalisation, parce qu'ils voyaient un petit peu mon attrait pour toute la technique, et j'étais vraiment passionné par le montage, en fait. Et c'est comme ça que je décide de faire du montage, parce que je ne voulais ni faire de médecine, ni d'école d'ingénierie. J'étais intéressé par l'architecture, à un certain moment,
Mais après, j'avais un voisin qui m'avait très vite découragé parce que c'est trop, c'est beaucoup d'études pour finalement pas grand-chose, dans le sens où il fallait absolument connaître quelqu'un, avoir des connaissances pour intégrer de grands cabinets. Bref, il m'a un petit peu découragé. Donc c'est comme ça que je suis parti vers le montage avec l'idée de ne pas faire de réalisation. C'était l'idée de faire du montage. Même après mon passage à l'Institut supérieur des arts multimédia de Tunis, je me suis spécialisé dans le montage. Je ne voulais pas du tout faire de réalisation. Je pars en Italie. Je décroche une bourse, car je me suis diplômé comme major de promo. Et comme major de promo, j'ai eu accès à une bourse à l'étranger. J'ai choisi l'Italie parce que ma mère est d'origine italienne. Et du coup, je pars à Bologne, et encore une fois, c'était pour faire du montage. Donc je continue à faire du montage, je m'amuse. C'est un petit peu aussi l'affranchissement et l'émancipation du jeune adulte que je suis. Je deviens indépendant, c'est une nouvelle étape dans ma vie. Là, je finis, je me diplôme aussi, et se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Tout en sachant que mon frère dirige une des plus grandes boîtes de production qui est Ciné Téléfilm, qui est d'ailleurs la première boîte de production qui a ouvert en Tunisie, qui a produit notamment Nouli Bouzid, Moufidat Letli, Farid Bourdir. Bref, c'est un petit peu l'âge d'or du cinéma tunisien. Donc Habib, entre-temps, a pris le relais sur Ahmed Baeddin qui est mort, Habib, mon beau-frère, oui. Habib, mon frère, et dont le père était mort. On a la même mère, mais pas le même père. Et du coup, Habib hérite un peu de cette... c'est pas qu'il hérite, non, c'est pas vrai, mais il a décidé de reprendre un petit peu le flambeau. Et du coup, s'est posé la question, je décide de rentrer et je m'engage dans le montage et je commence un petit peu à travailler comme je maîtrisais un petit peu les langues, l'italien, le français et l'anglais. Et comme à l'époque, dans les années 2000, il y avait encore des tournages étrangers qui se faisaient à Tunis, donc moi je m'occupais c'est même pas du pré-montage, c'est un petit peu la préparation. Je m'occupais de la préparation des bobines qui partaient pour le montage à l'étranger, car c'était généralement ou des films français ou italiens qui étaient tournés avec des acteurs tunisiens, locaux. Et donc, je préparais la matière pour qu'elle soit comprise par le monteur, comme généralement c'est en tunisien. Donc, je mettais des sous-titres, je nettoyais, bref, je préparais un petit peu la timeline pour les monteurs. Et j'ai commencé comme ça. J'ai été pas mal assistant monteur. J'ai travaillé sur des films de Rachid Macharaoui, par exemple. J'ai beaucoup assisté à un cinéaste palestinien qui montait ses films en Tunisie. J'ai beaucoup assisté Pascal Javance, qui est une grande monteuse en France. Bref. Et j'ai commencé un petit peu à travailler sur des courts-métrages, sur des moyens-métrages. J'ai monté le film de Hund Boujema. Et c'est comme ça que C'était mieux demain. C'était mieux demain qu'on a montré ici. Oui, je participais au montage comme ça des films et je voyais les réalisateurs comment ils travaillaient, comment ils racontaient leurs histoires et je me suis dit mais pourquoi je ne raconterais pas mes propres histoires moi aussi. Et c'est comme ça j'ai commencé à écrire des courts-métrages. Que j'ai commencé à faire, à réaliser aussi. Et je pense que le virus s'est petit à petit propagé dans mon sang. Voilà. Donc, voilà, je ne laisse pas tomber le montage, même si je n'ai plus le temps pour monter, mais je suis arrivé à trouver une petite formule qui me plaît énormément, c'est de faire du consulting, en fait. Je fais maintenant du consulting au montage, c'est-à-dire, l'année dernière, j'en ai fait 3. J'arrive en fin de parcours, en fait, quand les films sont montés. Et généralement, quand les réalisateurs ou les réalisatrices commencent un petit peu à manquer comment dire, quand ils ont un petit peu la tête trop dans le guidon, j'arrive avec un petit regard frais, pour venir bousculer un petit peu, bousculer les choses. Généralement, c'est entre 2 à 3 semaines, donc ça me va. C'est tout bénef, en fait. Il n'y a pas ce côté... Parce que le montage, ça peut être long, fastidieux, et un rapport assez houleux peut se créer avec la matière, surtout quand il s'agit de documentaire.
Et donc, j'arrive en fin de parcours, et je pense qu'on s'enrichit mutuellement, les réalisateurs et moi. C'est beaucoup de brainstorming, c'est beaucoup de parlotte aussi, et on essaye des choses. Et j'aime beaucoup ce côté du montage, car ça me permet aussi d'apprendre énormément, car voilà, on continue sans cesse d'apprendre, d'évoluer. Notre regard change au fur et à mesure, et donc voilà, j'ai pas laissé de tomber le montage, mais même si ça me tente vraiment de monter un film, de remonter un film de A jusqu'à Z. Et sur tes propres films, je ne monte pas. Tu ne montes pas. Non. Je délègue à Camille Toupkis, la monteuse du film. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que on travaille en binôme dans le sens où je ne touche à rien sur la table de montage durant la semaine. Mais le week-end, comme elle prend ses off, et généralement, comme on monte à Paris, du coup, je suis seul, j'ai beaucoup de temps. Les week-ends, moi, je prémonte des scènes le week-end. Et on inverse nos rôles, en fait, dans le sens où elle devient un petit peu la réalisatrice, et moi, je prémonte, je lui montre les trucs, et les séquences prémontées. Et on en parle, donc ça permet un échange. Mais tu disais que tu participes pas au montage. Non, mais je ne suis pas crédité au montage. Je prémonte. Je prémonte certaines scènes, surtout des scènes où il y a beaucoup de dialogue, par exemple, ou pour qu'elles n'y s'y perdent pas. Mais je ne suis pas du tout crédité au montage, et je ne monte pas mes films. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand on regarde les films, nous savons, enfin tout le monde sait, enfin les cinéphiles le savent bien, et les gens dans le milieu professionnel le savent mieux encore que les cinéphiles. Mais bon, la formule, elle est galvaudée. Un film s'écrit au scénario une première fois, on l'écrit une deuxième fois à la réalisation, on l'écrit une troisième fois au montage. Et quand on regarde les films, on peut savoir, quand on a un œil exercé, que le film il a été plus écrit au scénario, il l'est moins à la réalisation, ou peut-être un peu plus au montage, ou plus au montage, moins à ceci, etc. Donc, quand on regarde les films, on peut savoir. On n'est pas toujours très, très, très sûr, mais on voit le montage, on voit la réalisation, et on voit aussi l'écriture. Et je dois dire que là, dans le cas d'espèce, quoi, c'est très difficile de dire si le film est plus écrit au niveau du montage qu'au niveau de la réalisation. On voit bien qu'il est écrit à tous les niveaux, quoi. Qu'il y a une véritable écriture de scénario, c'est clair, quoi. Il y a un vrai récit, etc. Qu'au niveau de la réalisation, c'est-à-dire enfin, la direction d'acteurs, enfin, les mouvements de la caméra, enfin, l'éclairage, tout ça, le son, c'est aussi extrêmement travaillé. Et c'est le cas aussi au montage. Je pense que c'était... comment dire ça, cette égalité d'excellence au niveau des trois étapes de la fabrication du film, elle est aussi une caractéristique de tes... Alors, pour être franc et vraiment honnête, étant un grand maniaque et un grand névrosé de l'obsession, c'est un film qui est très écrit au scénario, mais vraiment très écrit. Et comme c'est un scénario à strates, et comme c'est un scénario à couches, et comme c'est un scénario qui, je ne sais pas d'ailleurs, on m'a longuement prévenu durant l'écriture du film que c'était un scénario très risqué, car c'est un scénario à double intrigue. Il y a l'intrigue, il y a l'intrigue personnelle, le cheminement de ce personnage-là, qui commence dans un point A et qui finit vers un point Z. Et durant cette intrigue vient s'imbriquer, se greffer une autre intrigue, qui est une intrigue policière, / politique. Et cette intrigue-là, policière, ne peut s'affranchir et ne peut se révéler à elle-même que si elle se greffe à cette intrigue intime. Donc, c'est l'intime qui nous emmène vers le général et le général qui nous ramène vers l'intime pour que cette femme se découvre finalement. Donc, un scénario qui repose sur des éléments comme ça se doit d'être très écrit pour tout maîtriser. Après, le scénario, le tournage a été très fidèle au scénario, mais sauf que, arrivé au montage, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment... Le scénario faisait 98 pages. Et on arrive avec une version
bien prémonté, c'est-à-dire toutes les scènes du film sans omettre aucune, le film faisait 3h10. Et là, je tombe un petit peu dénu parce que je n'arrivais pas à comprendre où le temps s'était dilaté, en fait. Car c'est un scénario, quand on voit le film, c'est pas un film très introspectif, quoi. Il se passe des choses, il se passe énormément de choses, donc, et je ne comprenais pas cette durée. Et après, je me suis rendu compte que une phrase dans le scénario pouvait être facilement 30 secondes dans le film. C'est des regards, c'est cette femme qui se cherche, qui essaye de se trouver, et du coup, s'est posé la question de la véritable écriture de film, de qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va enlever. Et c'est là où, justement, on réécrit finalement le film. Je ne dirais pas qu'on réécrit, mais on scelle les choses dans le sens où on prend les décisions finales. Car on se rend compte, et contrairement à l'écriture, des fois, les mots, quand ils sont l'un après l'autre, racontent une phrase qui, mise dans un paragraphe et mise dans une scène, elle passe parfaitement, dans le sens où on ne sent ni la redondance, et en plus, avec les mots permettent, une répétition, car on peut jouer avec les mots, on peut jouer avec l'essence des phrases. Oui, c'est déjà dans le titre. Oui, mais la littérature permet ça, mais sauf que les images... Je veux dire dans le titre du film. Oui, exactement. Ouais. La littérature permet de jouer avec les mots. C'est ça. On ne peut pas jouer avec les images. Ouais, c'est ça. Une image, si elle ressemble à l'autre, devient redondante. Et du coup, ce qui passait à l'écriture n'est pas passé à l'image. Et du coup, on se retrouve avec un film très long, et c'est là qu'il a fallu faire des choix entre ce qu'on montre, ce qu'on dit, ce qu'on montre et on dit, et ce qu'on sous-entend. Et c'est comme ça que... Et c'est ce qui a, je pense, pris le plus de temps dans le montage. C'est un montage qui a duré 16 semaines, qui a duré 4 mois. Et à un certain moment, je ne te le cache pas, que on a pris... avec Camille, on a fait un document, et on avait un énorme tableau dans la salle de montage, et on devait sortir le but de chaque scène. Et ça, il ne fallait pas que ça dépasse la phrase, en fait. Il fallait que ça tienne dans une phrase courte. Si on voyait que on n'arrivait pas à faire rentrer le but de la scène dans une phrase, ça veut dire que la scène était alambiquée, qu'il y en avait trop. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à tailler, jusqu'à arriver à cette forme du film qui fait un tout petit peu plus de 2 heures. Où il a fallu faire des choix, mais je pense que c'est des... Maintenant, je suis en paix avec les scènes qui ont été enlevées, mais je ne le regrette pas parce que c'est pour le bien du film. D'accord. Donc voilà. Très bien. On va peut-être parler juste de... Enfin, c'est pas anecdotique, mais c'est toujours important du début, puisque oui. C'est un fait divers au départ. Mais je voudrais faire une remarque un peu générale, ça nous permet de faire des zooms, enfin ça, on ne verra pas la maladresse de mes allers-retours, c'est pas du cinéma. Mais je veux dire, moi quand je vois ce film, je vois un fils et je replace ça dans un tableau plus général du cinéma maghrébin et même arabe. Je ne sais pas, cette observation, j'allais dire, m'est venue toute seule et de façon presque évidente. Je pense personnellement que tu es peut-être le seul en Tunisie, mais l'un des rares. Il y a Karim Moussaoui qui est aussi un peu comme ça, à pouvoir articuler de façon très très inédite et extrêmement contemporaine, et je pense qu'il fait aussi d'une certaine manière avancer l'histoire de ces cinématographies, articuler l'intime avec le social. Je pense que, bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît, si tu veux, quand on étudie l'histoire du cinéma, c'est normal, tu prends un personnage, le héros, etc., tu le charges de choses qui font écho à une société, puis il va tout en avançant, enfin ça c'est le réalisme, quoi, je veux dire, depuis un peu Balzac, et puis après ça va continuer comme ça, on connaît Dickens ou des choses comme ça. Mais là,
C'est très étonnant parce qu'au cinéma, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Dans nos cinématographies, c'était souvent le cinéma social, le cinéma politique qui domine. Et quand on va vers l'intime, ben, on tombe dans l'intimisme qui n'a pas forcément à voir avec le... Forcément, voilà, on se perd. Et là, il y a comme un équilibre, quelque chose de très intéressant et que tu as déjà toi-même développé, expliqué. Tu as dit, j'ai deux. Tu l'as dit toi-même, ça me conforte dans cette observation. Deux fils, en fait, je dirais, à la fille, là, que tu veux suivre, son parcours, et en même temps, cette intrigue politico-policière, quoi. Et en fait, tu dis que c'était le plus difficile, c'était de les articuler. Et je pense que la force du film, justement, elle tient là, parce que il y a pas ça s'écartelle pas. Le film ne se fissure pas. Tu vois, on est toujours avec ce personnage de toute façon. Et le reste, il vient presque tout naturellement parce qu'on est avec elle et on la suit. Mais comme si c'était que elle qui nous intéressait, alors qu'elle porte énormément de choses qui viennent aussi de la société. Mais c'est absolument ça. Et merci beaucoup, vraiment, Tahar, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est le cœur du film, en fait. C'est vraiment le cœur du film. Et je suis content que ça transparaisse parce que ça a été vraiment, vraiment dur, vraiment. Ça a été un montage plein de remises en question. Et beaucoup plus j'en ai véritablement bavé beaucoup plus que sur un fils, parce que c'est à un certain moment, le film est devenu plus... il a pris le dessus un petit peu sur moi, et j'avais peur surtout avec cette version de 3h10, j'avais peur de m'éparpiller justement. Et il y a un vecteur, avec Camille, comme je disais tout à l'heure, on a dressé un vecteur où il fallait que tout soit en rapport avec cette femme, en fait. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout est lié à ce cheminement, à ce parcours, à ce voyage initiatique de cette femme qui croit s'être affranchie, qui croit s'être émancipée, mais qui se retrouve face au mastodonte, en face d'elle, de cette montagne infranchissable. Et du coup, c'est la véritable prise de conscience. Donc, finalement, et ça me fait plaisir que ça soit noté, parce que justement, ça a été la chose la plus difficile, j'avais peur que les gens n'arrivent pas à comprendre, en fait, si c'était... parce que les gens aiment bien cataloguer les films. Ils aiment bien... ça, c'est un film social, ou c'est un film de genre, ou c'est un thriller, ou c'est une comédie. Ils aiment bien... Alors que je pense que c'est un petit peu liberticide, en fait, de vouloir cataloguer, alors que c'est bien de s'ouvrir, mais si tu me poses la question, je te dirais... Franchement, je ne sais pas, je le prends pour un énorme compliment, en tous les cas, ce mélange entre l'intime et le politique et le général. Parce que je ne sais pas, en fait. Ce que je sais, c'est que tout est lié à ce personnage. Oui, tout à fait. Tout est lié à cette femme, à comment faire à ce qu'elle devienne celle dont elle voudrait être, celle qu'elle voudrait être. Parce que déjà, d'emblée, enfin, on passe sur le fait que au départ, c'est un fait divers qui a existé, mais c'est pas juste, juste le fait divers qui t'a... Non, pas du tout. C'est un fait divers, mais qui est à la limite anecdotique, dans le sens où un jour, je vois qu'une femme qui a miraculeusement survécu à un accident de bus où il y a eu une 20aine de morts, décide de tester l'amour de ses parents et demande à sa meilleure amie d'appeler ses parents pour leur dire que leur fille était morte. Elle voulait tester un petit peu cet amour-là. Et voilà, je voyais un petit peu, j'ai vu passer à la télé, ça avait fait un petit peu scandale à l'époque parce qu'il y avait ce genre d'émission, je ne sais pas si ça existe encore, quand on appelle quelqu'un avec qui on s'est un peu fâché, et il y a ce rideau qui nous sépare et on demande pardon, donc Karan Diman Kolok, tu sais, l'émission. Oui, je crois que c'est inspiré d'un truc, quoi. Oui, bref. Et donc là, la fille demande à voir ses parents, parce que ses parents ont décidé de la renier après cet énorme coup qu'elle leur a fait. Et c'est comme ça que j'ai eu vent de l'affaire. Mais pour être sincère, je ne voulais pas en faire un film. Pas du tout. C'était un truc. Mais jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, on apprend, ma femme et moi, qu'on allait devenir les parents d'une petite fille. Et je ne sais pas ce qui s'est passé.
je me suis reprojeté tout de suite dans l'histoire de cette femme. Elle m'est réapparue comme ça. Et je me suis dit, avec peut-être l'angoisse, étant un petit peu angoissé, l'angoisse de cette question, et si ma fille un jour me faisait la même chose, qu'est-ce que je ferais? Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à penser à ce personnage. Bah justement, parce que d'emblée, le personnage, alors pour parler plus concrètement du film, hein, après, évidemment, on attendra vos réactions, vos réponses, puisque le principe c'est ça aussi, c'est de dialoguer avec les personnes qui sont présentes. Parce que, donc là, dès le départ, dès le début, on voit bien qu'on s'intéresse à cette fille. Dans la rue, c'est elle qui... On voit des gens qui arrivent, et puis on la voit, elle, qui vient vers nous, etc. On sait que c'est elle, quoi, qui est importante. Et très vite, on comprend qu'elle a un type de rapport avec ses parents, déjà, avec sa mère, son père, etc. Quand elle rentre, voilà, elle s'est acheté une veste, et puis sa mère, elle dit, tu penses que c'est le bon moment, etc. Et là, tout d'un coup, on comprend effectivement que c'est elle qui prend... Et que dans un rapport assez compliqué, qu'on comprend encore mieux, c'est ça qui est intéressant. Quand on la voit au travail, avec ce type avec lequel elle a une relation évidemment affective, mais il se trouve que c'est un directeur qui va derrière, donc on va passer un peu d'elle, via sa famille, vers son intimité pour aller vers quelque chose de plus social, évidemment, parce que c'est un directeur, lui. Lequel directeur va annoncer une compression de personnel. Donc voilà, les liens dès le départ sont installés entre cette fille, sa psychologie, sa douleur, sa frustration par rapport à des parents qu'elle aide, un père taiseux, dont le silence est extrêmement pesant. Mais ça, c'est aussi une histoire dans du cinéma tunisien. Les pères, quand ils ne sont pas... quand ils ne sont pas absents du tout, ils sont taiseux. Mais ils sont quand même encombrants. Et puis, voilà, donc tout de suite, on voit à quoi elle est confrontée. Tout de suite, on voit que c'est elle qui nous intéresse, son affect, sa psychologie. Alors, notamment la scène où il est formidablement bien filmé, quand il l'embrasse, qu'elle se laisse à la fois embrasser. En même temps, en retour, il n'y a pas, avec la discussion, tout ça, c'était très, très complexe, c'est troublant. Évidemment, c'est très troublant. On se dit, ce type-là a une relation avec lui juste parce qu'il est riche, etc., etc. Elle l'aime, elle l'aime pas, etc. Donc tout ça reste ambigu et c'est ça qui va créer le début, à mon avis, c'est comme ça que je comprends, de ce qui va après advenir, y compris les autres personnages masculins qui vont venir. Celui-là, il disparaît, mais quand un personnage disparaît dans un film, il ne disparaît pas totalement. Hein, il réapparaît autrement. Le cinéma, c'est une histoire de réincarnation. Hein. Exactement. Et là, vraiment, on est saisi par justement cette polysémie et qui est très complexe, qui nous trouble beaucoup de ce personnage. On en parlait, tu en parlais hier, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas, est-ce qu'on a une empathie pour elle, parce qu'elle est plus difficile, on s'identifie à elle finalement. Bien sûr, je pense que c'est le plus difficile, surtout que moi j'aime beaucoup les... comment dire, les faux héros dans le sens où il y a une nouvelle tendance dans le cinéma contemporain, c'est-à-dire de jouer avec l'imperfection des gens. On en a un peu marre de présenter des héros parfaits, avec une cape, les sauveurs. Donc là, on est plus dans des anti-héros. Mais j'avais toujours en tête, c'était important pour moi qu'on arrive à comprendre dès le départ cette femme. Surtout, essayer de comprendre sans condamner. Donc l'idée, c'était de lui donner un cadre social, professionnel, intime, lui donner, la contextualiser en très peu de temps, parce que c'est l'exposition du film, comment en très peu de temps tout condenser pour qu'on ait envie d'en savoir plus et surtout essayer de comprendre sans condamner. Parce que,
encore une fois, ce qu'elle inflige à ses parents à peine 20 minutes après le début du film, c'est-à-dire leur infliger cette fausse mort, avec tout le mal que cela implique, il fallait qu'on... C'était important pour moi de ne pas condamner ce personnage-là et de ne pas qu'elle dépasse cette... Mais ça apparaît au... Excuse-moi, bien sûr, c'est à toi de m'interrompre, c'est pas non, moi. non. Mais au moment où, après l'accident, Oui. Elle l'appelle, elle Oui. survit. C'est pas prémédité. Voilà. Non, sa première, oui, sa oui, première oui. réaction, Bien sûr. c'est d'appeler, d'abord de sauver. Bien déjà. sûr, Alors, oui, oui. De ce point de vue, on ne peut pas ne pas sympathiser avec elle, parce qu'elle veut sauver aussi le Oui. gars. Elle lui dit, attends, je vais sortir de l'autre côté et je vais te sauver. En plus, après, quand... Elle demande à l'aide. Oui, elle demande, mais c'est c'était pas quand elle entend. prémédité. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est quand elle s'entend être déclarée morte. Et là... C'est le déclic. Ça, c'est le déclic. Ça, c'est le elle déclic, attrape oui. quelque chose auquel Oui. elle n'a pas forcément pensé au départ. Exactement. On ne peut pas penser Oui, voilà. survivre et passer pour mort. Mais, et c'est à ce moment-là que... Elle réalise, en fait. Voilà, c'est à ce moment-là. C'est un déclic. Voilà. C'est le déclic. Et ça, c'est des moments difficiles à filmer, je trouve. Moi. C'est très difficile. Comment elle va changer comme ça tout d'un coup, elle Oui. qui était là, appelée au secours, comment elle va... Parce que c'est quand même une machination. Enfin, c'est quelque chose de... Oui. C'est de l'ordre de la machination dans sa tête. Là. Et c'est là, en fait, où c'est une scène qu'on a mis un peu de temps à monter, mais le plan s'est imposé parce que... En fait, comment je fonctionne? Donc, pour des plans généralement comme ça, où il n'y a pas de dialogue, en fait, ce que je fais, c'est que je suis très très proche d'elle. Je suis très proche de Fatma Sfar, qui joue le rôle d'Ea. Je suis très très proche d'elle. J'ai un tout petit moniteur portable et je lui parle, en fait. Je lui parle, et j'essaye de provoquer des choses, j'essaye de la diriger dans le plan sans couper, parce que je trouve que un plateau de cinéma, c'est une machine, quoi. C'est une grosse machine. Et dès que les réalisateurs ou les réalisatrices disent couper, tout le monde s'excite. Voilà, on fait les retouches, on fait des trucs, là, on libère les voitures. Il y a quelque chose qui est comment dire, cette grâce qui opère quand tout le monde est au taquet, quand il y a le silence. Dès qu'on coupe, c'est l'effervescence de nouveau. Et du coup, je fais de très longues prises, en fait. Mais de très longues prises pour que la concentration reste au maximum. Et donc, je parle beaucoup. Et là, ce plan-là, et je me rends compte qu'en revoyant les rushs, on voit le déclic sans le montage, sans qu'il y ait l'artifice et la tricherie du montage. Et du coup, j'ai opté pour un plan qui est très long, où on voit la prise de conscience. Je ne voulais pas forcer à travers du montage. Comme par exemple, je donne un autre exemple, c'est la scène de l'accident. La scène de l'accident, c'est un véritable bus qu'on jette par-delà la montagne, mais le plan n'est pas monté. Il n'y a pas de surmontage, dans le sens comme on va un petit peu dans les films américains où tu as la scène de tous les angles, paf, 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 c'est assuré. Même si je l'ai tourné comme ça. J'ai tourné avec 6 caméras, parce que c'est une scène qui a coûté tellement d'argent que je ne pouvais pas me permettre de la refaire. Du coup, j'ai assuré mes arrières en mettant différentes caméras, mais finalement, c'est la sobriété qui a prévalu. Qui a prévalu, exactement. Comme là où je peux ne pas monter, je ne monte pas, en fait. Dans le sens, je préfère garder et voir, et surtout rendre hommage au travail de l'actrice. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, effectivement, parce que le montage, c'est facile aussi. Ça peut, bien sûr. Ça peut escamoter, ça peut la faiblesse. Parce que quand même, c'est quand même une décision très, très, très importante qu'elle prend. Absolument. Et comment faire pour que ce passage-là ne soit pas brutal ou abrupt, parce qu'elle était dans un... Enfin, à peine, elle survit. Oui. Elle est encore débordée, on est débordé d'émotions, parce qu'on est encore en vie, on n'y croit pas. Et puis là, en même temps, arrive un autre régime de pensée qui est de l'ordre du calcul. Il faut avoir beaucoup dormi ou pas, réfléchi dans un... Et puis, tout d'un coup, ce truc-là arrive. Tout d'un coup, c'est le déclic. Dans un seul plan. Oui, c'est dans un seul plan. Oui. Et après, c'était important pour moi avec Emin Bouhafa, qui est le compositeur de la musique. Et on s'est dit, Emin, comment on va créer
tout ce tourbillon qui lui passe, tout cet ouragan qui vient lui traverser l'esprit, on va essayer de le créer au niveau de la musique. Et c'est là où, avec certains instruments, on part un petit peu de sonorités très, très, très basses qui viennent un petit peu pas remplacer, qui viennent un peu donner... Elle n'entend plus rien, en fait. C'est le son aussi qui aide beaucoup. À un certain moment, elle l'entend. Donc tu as on entend plus au son, à la musique. Exactement, exactement. Et c'est le son aussi. Dès qu'elle entend les différents noms, Allahu Akbar. Et là, tout devient comme une sorte d'écho. Et ça aide, en fait. Le son aide à se focaliser que sur... Comme justement on enlève le son et le son s'éloigne, on ne fait que voir l'image. Et c'est là qu'on comprend ce regard, en fait. Oui. Et du coup, c'est comme ça... C'est pas trop brutal aussi, parce que dramaturgiquement, on est préparé. À un moment donné, il dit, on fait je fais ta vie avec toi à Tunis. Oui, oui, oui. Déjà, le projet, il était dans sa tête déjà. Bah oui, c'est ça. Ça rend plus crédible le changement. C'est ça. Avec le directeur, là, quand elle parle, elle lui dit, ouais, tu me promets, etc. Donc, le projet d'aller vivre à Tunis existait déjà dans sa tête. Exactement. Donc, le retournement n'est pas si... brutal que... Exactement, c'est juste, finalement, l'opportunité qu'elle attendait depuis toujours, finalement, elle se présente à elle. Et c'est... Accidentellement. Mais bien sûr, accidentellement, mais je vais plus loin. Au sens premier, je veux dire. Mais je vais plus loin. Moi, quand j'ai écrit le scénario, et comment je l'ai écrit, si vous analysez le film, et tout le début du film, et pas que le début du film, cette femme ne fait que subir. Elle subit toutes les décisions. Toutes les décisions lui sont imposées. C'est très très rapidement dès le départ. On lui donne son programme de la semaine. On lui dit ce qu'elle doit acheter, ce qu'elle ne doit pas acheter. On lui dit qu'elle va rester travailler. On lui demande d'attendre. On lui demande de se marier. Elle ne fait que subir. Et la première vraie décision qu'elle prend, c'est cette fausse mort, en fait. Oui. Mais elle est quand même élue, c'est une élue. Elle est privilégiée quand même. Parce que tu sais, sa collègue, elle lui dit, toi, tu dois savoir. Oui, mais parce que nous, on ne comprend pas. Les spectateurs, on comprend après. Pourquoi elle lui fait cette réflexion qui est... Qu'est-ce que tu as compris, toi? Non, mais parce qu'elle sait qu'elle a une relation avec... C'est ça, oui, c'est ça. Mais nous, on ne le sait pas au départ. On ne sait pas, oui. Mais c'est après qu'on comprend, surtout quand on voit le film comme moi, une deuxième fois ou une troisième fois, on comprend que cette réflexion-là a à voir avec cette relation qu'elle a et dont elle vend l'autre. Exactement, exactement. Dans le sens où... Oui. Oui, ça fait déjà un moment. Tout le monde sait. Toutes ses collègues le savaient. Oui, ça se... mais elle ne le crie pas. Elle ne le crie pas, mais ça se sent. Ça se sent. Oui, on voit des regards, on voit des choses. Donc du coup, elle est à la fois passive, mais ça c'est aussi toi. Enfin, je veux dire, c'est élu, c'est l'héroïne. Oui. Enfin, je veux dire, il faut bien qu'elle ait un privilège. Et donc, elle a aussi elle subit. Oui, elle subit tout. Mais elle est là, elle est encore là, grâce aussi à lui. Absolument. Probablement. Et après, moi, je trouve que c'est encore plus violent parce que cette femme ne sait pas si elle est restée parce qu'elle est bien au travail, parce qu'elle fait bien son boulot, ou parce qu'elle couche avec lui. Oui, parce que c'est ce qu'il lui dit. Ben oui, tu n'es pas contente, on va pouvoir se voir. Mais je trouve ça violent pour notre ego, pour notre estime de soi, de nous-mêmes. C'est violent. Oui. C'est violent, mais après, oui, il y a beaucoup de moi dans le sens où même les crevettes qu'on jette, les langoustines, les souris d'agneau, ça raconte un petit peu cette société d'ultra-consommation où quand on va dans les buffets, on ne fait que se goinfrer, toujours plus. Et après, alors que tout est jeté, alors qu'on sait des langoustines à Tozeur, il n'y en a pas dans les lacs, quoi. C'est pas, la mer n'est pas toute proche. Et du coup, ça raconte un petit peu toute cette violence. Et donc là, on est dans une démarche inverse de celle d'un fils. Oui. On ne va pas du nord au sud, exactement. On va du sud au nord. Quoi. Parce que dans le film Un fils, c'était le trajet, il était à l'envers. C'est l'inverse. C'est vers le sud qu'on va, alors que là, c'est vers le nord. Alors, est-ce que c'est ça Alors, je ne sais pas. Alors, pour être franc et ne pas aller dans des trucs cérébraux, je ne sais pas ce qui me lie au sud. Je ne sais pas. J'ai un rapport particulier avec le sud. Il va falloir que je me fasse psychanalyser, je pense, pour comprendre cet émerveillement que je... C'est pas une question d'émerveillement.
Mais je trouve ça d'une beauté cinématographique incroyable. Ouais. C'est le Sud m'inspire, le Sud... Ouais. Cet ocre, ces montagnes, cette argile, cette sécheresse, cette aridité, je trouve ça Mais très c'est fort. rendu, cette beauté, elle est rendue dans le film. Ben oui, Les je m'en paysages sont magnifiques. Quant à moi, moi Et c'est pour ça que l'accident, il est d'autant plus terrible. Elle m'a fait comme ça, elle était assise à côté de moi, elle m'a pris comme ça. L'accident, il est totalement... Oui, il vient rompre une monotonie. En fait. Il vient rompre... Et puis cette beauté, enfin toute cette beauté, ces plans larges, etc. Oui, oui, c'était important. Et là aussi, c'était important de rester, même durant l'accident, c'est ce très long plan. On voit le minibus tomber, sortir du cadre. Oui. Et là, on laisse l'imaginaire et le hors-champ fonctionner dans qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est très curieux, excusez-moi, après, je suis sûr que vous avez beaucoup de questions, on a le temps, hein, ne vous inquiétez pas. Cet accident-là, qui peut paraître comme quelque chose au cinéma, comme quelque chose comme un fracas, comme un effet. Tu sais, les accidents, ça fait effet dans un film, ça attire l'attention du spectateur. On peut jouer là-dessus d'un point de vue commercial. Quoi. On peut avoir peur, se dire bah, qu'est-ce qu'il va nous raconter, c'est quoi cette histoire, etc. Et en fait, cet accident-là, c'est le premier accident qui va se répéter, à mon avis, plusieurs fois dans le film, mais de façon autre. Le film, il est accidenté. Son parcours, il est accidenté. Absolument. Parce que quand elle arrive chez cette fille, bon, ça va. Après, quand elle découvre... enfin, le viol, par exemple, enfin, ce viol, c'est un véritable viol qu'elle subit, et tous les retournements de situation, ce sont des retournements d'accident. On a l'impression que c'est le premier accident, c'est celui qui va presque structurer sa vie. Absolument, c'est des piliers c'est des piliers et c'est des moments fondateurs pour le personnage. Et si vous remarquez, c'est des moments fondateurs aussi dans la narration, car le personnage mue. C'est ça. Et il n'est jamais le même avant et après des accidents. Oui, c'est ça. Oui. Jamais. Oui, tout à fait. Elle passe de Eya à Emira, entre guillemets, avec l'accident. Oui, c'est ça. Elle passe de Emira vers Aïcha, mais c'est pas la véritable Aïcha, mais avec quelque chose avec la mort de cet homme-là, et c'est le viol qui tue mais tout espoir pour en fait, mais qui se retrouve à un moment pire que là où elle a commencé dans le film en fait. Et du coup, elle touche le fond en fait. Au moment où elle se fait violer, elle survit en fait à tous les accidents. Oui, mais elle survit, mais elle y laisse des plumes quoi. Mais tous ces moments-là sont des étapes fondatrices pour le personnage qui l'emmène, c'est le véritable cheminement vers Aïcha en fait. Et sans tous ces moments, elle n'aurait fait que survivre. Elle aurait continué à vivoter, à vivoter quoi. Mais là, à la fin du film, c'est un véritable personnage qui naît. Elle devient finalement maîtresse de son destin. Donc, tous ces éléments, l'accident, la mort de Kerim, le viol, ce sont des moments fondateurs où on passe d'un personnage à un autre. C'est ça, oui. C'est ça qui est très étonnant et très nouveau. Parce qu'un film d'initiation comme ça, en général, c'est une évolution. Elle va connaître quelqu'un qui va lui apprendre quelque chose, et ensuite elle va accéder à une prise de conscience, et ensuite, etc. Enfin, c'est ça, c'est le truc classique. Là. Alors que là, c'est totalement différent. C'est vraiment, d'abord, des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Comme tu dis, c'est-à-dire elle subit des choses qui la dépassent totalement. Mais c'est à la faveur toujours d'un accident comme ça qu'elle rebondit, qu'elle survit. Et c'est comme une lecture sociologique de la société. Parce que c'est vrai que, enfin moi, parce que je ne suis pas jeune, hein, comme vous le voyez. Le pays, par exemple, moi j'ai vécu de ce pays, de la Tunisie, mais aussi c'est vrai pour l'Algérie, pour le Maroc, mais à des degrés différents. On ne vit pas une évolution sociale, politique, culturelle, on va dire positive, au sens du positivisme, quoi. C'est-à-dire avec des choses qui s'accumulent, ensuite on passe à une autre étape, ensuite même si c'est des révolutions, c'est des accidents. C'est des accidents. La révolution est un accident. Ben Ali, son arrivée, c'est un accident que nous avons vécu. Son départ est un accident aussi. Son départ, c'est un accident. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis ce film-là, qui est un film qui n'a l'air de s'intéresser que à cette femme, un film voilà. Et en fait, c'est un film qui a des résonances politique, mais extraordinaire quand on le lit. Bah, ça, encore faut-il le lire. Oui, mais je pense que c'est subconscient. Je crois que c'est dans l'inconscient, que c'est subconscient. Mais après, oui, je vis à Tunis, je suis né à Tunis. Et après, malheureusement,
on est dans la passivité. Oui, c'est ça. On est dans la passivité, on subit beaucoup. Oui, oui. Et on n'est pas dans l'activisme, on ne va pas aller chercher les choses. On va des fois chercher des choses, mais quand elles nous arrivent, en fait. C'est ça. Et du coup, mais personne ne s'attendait, par exemple, si je prends l'exemple de la Révolution, personne ne s'attendait à ce que... C'était latent chez tout le monde, mais il a suffi qu'il y ait une flamme, du feu, pour que ça fasse... pour que ça prenne. Et Kais Saïd qui s'y attendait, le président qu'on a oui, là. mais regarde maintenant, on subit. Oui, tout le monde subit. Et on voit, on voit énormément de personnes se faire emprisonner, les opposants sont en tôle, mais on subit. Il y a plus, mais je pense qu'il suffit d'un rien pour que la flamme reprenne, en fait. C'est ça, donc pour revenir... Oui, on est dans une forme de passivité qui, des fois... Et parce que ce féminisme-là du film, évident, quoi, puisque c'est une femme qu'on suit, qui va, etc. D'ailleurs, je me posais la question sur le choix de la... Parce que je la regarde, cette fille, je la regarde comment elle marche, elle est féminine, il n'y a aucun doute, elle a beaucoup de charme, mais elle est générique. C'est un personnage qui peut être un homme aussi. C'est ça, c'est-à-dire vraiment, c'est une espèce. C'est pour ça, si j'étais féministe, moi, femme, je me serais vraiment beaucoup posé de questions, parce qu'elle est à la fois une femme, évidemment, qui vit comme une femme, la condition de la femme est dans le film. Mais c'est aussi la condition d'un homme. Enfin, elle a quelque chose aussi. Mais elle est très changeante. Fatma est très changeante, et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu quand je l'ai rencontrée, parce que c'est une beauté caméléon où elle change. Il suffit qu'elle ait les cheveux tirés à l'arrière, avec un petit chignon très bas, pour qu'elle devienne très, 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 très ordinaire. Il suffit qu'elle lâche ses cheveux, ses très beaux cheveux bouclés. Elle devient animale, elle devient bestiale. Il suffit qu'elle ait le regard vers le bas pour qu'elle soit toute fragile. Et il suffit qu'elle fixe le regard pour qu'elle devienne... complètement très forte. Bref, c'est un film sur la métamorphose. Oui, c'est un film sur la métamorphose. Oui, bien sûr, c'est un film. Oui, c'est un film sur la métamorphose, et on a tout fait que ce soit au niveau des costumes, des décors, de la lumière, des accessoires. On a tout fait pour qu'il y ait une cohérence dans le changement et dans cette femme qui... Mais si je devais résumer, je pense que c'est un film sur la culpabilité, je crois. C'est un film sur l'injustice. C'est une histoire de femme, en fait. C'est l'histoire d'une femme et d'autres profils de femmes aussi. Parce que la femme tunisienne, elle est multiple, elle est plurielle, il n'y en a pas qu'une. Et j'essaye, à ma façon, de rendre un petit peu hommage à toutes ces femmes. Et moi, je ne sais pas, mais je pense, contrairement à beaucoup de spectateurs, moi j'aime beaucoup Lobna aussi, comme personnage. C'est une femme qui, contrairement à ce qu'on pense là, en faisant un peu les débats et tout ça avec le film, les gens ont tendance à la condamner, à la juger, mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est une escort girl, mais elle l'a décidé, en fait. Et si elle l'a décidé, elle est libre de pouvoir le décider. On peut ne pas partager, mais il faut respecter. Donc, mais vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, ils ne sont pas méchants, les personnages, même quand ils font du mal. Oui, c'est ça. Parce que ça vient d'ailleurs... Chacun évolue, malheureusement, on est dans... Elle essaye de trouver sa place, elle aussi, parce qu'au début, et a beaucoup d'admiration pour cette femme, parce que Lobna est tout ce qu'elle ne sera jamais, en fait. Elle est partie de chez elle sans inventer ni accident, ni infliger la mort, ni une douleur. Elle est partie grâce à ses études. Et elle s'épanouit, et même si elle ne sait pas comment elle s'épanouit et d'où vient l'argent, mais parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est une petite... je sais pas, maquerelle, exactement. et en totale admiration au début, parce qu'elle est tout ce qu'elle ne sera jamais. Et voilà, donc... mais ça, c'est le cinéma, enfin, le bon cinéma que nous aimons, c'est ça, c'est-à-dire quand un personnage est méchant, il ne va pas incarner la méchanceté. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire même dans Le Parrain, enfin, les films de gangsters au grand cœur, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Oui, voilà. Et c'est toujours un vecteur pour comprendre aussi le fonctionnement d'une société. Oui, et je trouve que
voilà, cette bonne femme, voilà, elle est là, elle sert malheureusement de la chair fraîche, mais après, elle n'oblige personne à faire quoi que ce soit, dans le sens où elle fait à ce que les hommes qu'elle connaît rencontrent les femmes, certaines femmes. Oui, elle manipule quand même. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr, surtout pour moi, une des répliques que je trouve la réplique la plus puissante, la plus horrible, oui. c'est quand elle lui dit tu vas voir, tu vas t'y habituer. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, et d'ailleurs, Yasmine Dimessi qui joue le rôle, elle a longuement bataillé pour ne pas dire cette réplique. Je lui dis, mais je peux pas, je suis une femme, je peux pas le dire. Mais si, la violence, elle est encore plus terrible quand c'est dit par une femme, en fait. Dans le sens où c'était important pour moi. Et voilà. Mais c'est parce que ça, enfin, excusez-moi, mais excusez-moi tous, parce qu'il y a ce que dit le personnage, il y a ce que dicte le scénario. Absolument. Ce que dicte le scénario, il y a ce que surdétermine la société aussi. C'est-à-dire quand elle dit ça, cette phrase-là, elle ne sort pas que d'elle. C'est ça qui est difficile au cinéma. Bien sûr. C'est-à-dire le fait de ne pas limiter, attribuer la phrase exclusivement au personnage. C'est ça le cinéma. Sinon, on va condamner l'un, on va aimer l'autre, et puis on rentre chez soi, on n'a rien compris. Et ça devient une recette. Voilà. Alors que là, c'est compliqué parce que c'est tout un fonctionnement Absolument. social. C'est comme un petit peu la commissaire en chef qui dit ça aurait pu être ma fille. Ouais. C'est vrai, elle le pense, mais elle en a, excusez-moi le terme, elle en a rien à foutre. C'est une machine à broyer. Et tout le monde, en fait, c'est être égoïste à un moment donné, mais sauf que des fois, notre égoïsme broie la personne qui est en face. Lubna, finalement, elle pense à elle pense à sa stabilité, c'est son boulot. Malheureusement, il broie des gens, il sacrifie des gens. Malheureusement, il y a des gens qui sont méchants. Et ma foi, c'est mon personnage, tu dirais. Bah oui, c'est moi qui l'ai créé. Bah oui, c'est ça, mais il n'y a pas que des personnes gentilles. Voilà, malheureusement, des fois, on est obligé pour évoluer et afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes, malheureusement, il faut toucher des fois le fond. Oui. Je précise juste quelque chose qui a été dit, et je vous donne tout de suite la parole, c'est qu'effectivement, Aïcha, c'est donc encore une fois, c'est un prénom, c'est le prénom qu'elle va avoir, mais c'est le substantif de vivre, vivant. C'est Aïcha, je suis vivante. Aïcha, c'est-à-dire vivante. Je suis encore vivante. Donc voilà, bien sûr, c'est un jeu de mots. On peut ne pas le comprendre, c'est pas grave. Mais, oui, c'est pas grave. Quand on est étranger à la langue du film, c'est toujours souvent comme ça. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Le nombre de films chinois et japonais qu'on voit, donc on ne comprend pas forcément les... Donc à vous la parole, si vous avez des questions, c'était juste un peu pour préparer, ouvrir un peu la perspective, mettre les termes, parce que le film est très riche, il est très sédimenté, c'est un film très sédimenté, donc on peut, si on aime la plongée sous-marine, descendre, si on veut, on est aérien, on peut, c'est comme vous voulez, je vous en prie. Oui, le film est magnifique. Je voudrais revenir sur deux choses. Moi, si vous voulez, quand elle sort du bus, moi je l'ai vue comme une naissance, là. C'est ça. C'est la sortie de l'utérus. Oui. Absolument. Oui. Et je voulais dire que j'aime aussi beaucoup le personnage de Lubna, quoi qu'on puisse en dire, parce que je trouve qu'elle utilise le sexe et les déviances de la société comme Aïcha utilise le voile. J'ai trouvé ça extraordinaire, qui est un élément de mort. Elle l'utilise pour se libérer, quoi. Je trouve ça magnifique. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand elle joue l'escort girl, là, elle n'est pas du tout à l'aise dans son corps. Quand elle se déplace, elle a les jambes qui se touchent presque. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et tout le reste, j'ai trouvé ça tellement magnifique. C'est contemporain des travailleuses de sexe. Anora, il a la palme d'or. Là. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est une petite anecdote par rapport au tournage. Par rapport à justement cette démarche, en fait, vous savez comment elle est venue, cette démarche? Parce qu'on lui a pris les pires chaussures qui soient, les pires talons qui soient, pour qu'elle soit mal à l'aise, en fait. Et c'était important, et c'était des chaussures qu'elle n'a même pas essayées durant les essais costumes, parce que c'était important, quand c'est un peu notre plan machiavélique avec la chef costumière, c'était, je dis, prends-lui même 2 tailles en moins.
pour qu'elle soit vraiment mal à l'aise. Et le but, c'était vraiment, quand on voit un petit peu la démarche, quand elle rentre dans le bureau, dans le commissariat, c'était ça le but, en fait. Donc, je suis content que ça soit noté. Bonjour, merci beaucoup pour votre film. L'ambivalence entre la force d'Aïcha et en même temps son côté très chétif m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que, enfin, quand elle était chétive, on avait l'impression qu'elle retombait dans un traumatisme, un peu le traumatisme de l'accident. Et c'est vrai qu'elle change beaucoup d'état pendant le film. Et je me suis demandé comment vous, déjà, vous la pensiez, enfin, cette force chez Aïcha, comment vous la voyez, comment vous voyez votre personnage là-dessus. Est-ce que vous la trouvez forte et comment vous aviez dosé cette ambivalence qu'elle porte en elle? Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, pour partager avec vous un petit peu le truc du tournage, c'est que ce que j'ai fait, comme le film est très segmenté et il y a différentes parties, que ce soit dans le personnage, mais aussi dans l'évolution, que ce soit par rapport à la mise en scène et tout ça, ce que j'ai fait pour rester cohérent en tant que directeur d'acteur, là c'est plus par rapport à la direction d'acteur, en fait je fais mon cahier des émotions et où chaque segment a des caractéristiques physiques. Et elle ne marche pas comme Emira, qui ne marche pas comme Aïcha. Et elle ne soutient pas le regard des gens comme Emira et comme Aïcha. C'était important pour moi quand je dirigeais l'actrice. C'était, voilà, à ce moment, vu qu'on ne filme pas, on ne tourne pas le film en continuité. Donc voilà, on va faire la scène 14, et je donne des noms aux étapes, les différentes étapes que passe le personnage. Donc voilà, je dis par exemple, tout le début, ce que j'ai appelé la soumission. Là, on est à la soumission, donc la direction, c'est même quand je dirige la scène, quand je la vois soutenir le regard de son amant, par exemple, je lui dis tout de suite, Fatma, baisse tes yeux. Tu ne peux pas soutenir le regard plus de 2 secondes. Donc, si vous revoyez le film et si vous l'analysez, vous verrez qu'elle n'arrive même pas à soutenir le regard. Même, par exemple, quand sa mère lui dit, après une longue journée de travail, viens m'aider, là, elle vient de se libérer les cheveux. Et c'est la première fois où on la voit avec les cheveux à l'air, libérés. Et là, elle reprend le geste du boulot comme si elle était dans le vestiaire, où elle prend et elle se rattache de nouveau les cheveux. Et ça a été des petits détails comme ça, tout au long du film, qui ont fait que, encore une fois, étant un grand angoissé, j'essaye d'ailleurs, je ne sais pas comment j'arrive à faire ce métier, parce que c'est complètement ça ne va pas de pair avec, des fois, le cinéma, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, malgré tout le contrôle freak qu'on puisse avoir, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, mais j'essaye de contrôler au maximum les choses aussi, pour que ça soit au service de la narration, en fait. Donc, et ça m'aide beaucoup, faire ces étapes, mais je pense que c'est mes scénarios aussi qui me facilitent aussi la chose, parce que c'est des étapes. C'est des étapes dans le film. Et du coup, chaque étape correspond à une mise en scène, correspond à une direction avec les acteurs. Donc, voilà. Si on en fait un mauvais film, si on faisait de ton film un mauvais film, ou si on pense à un mauvais film ou un film raté, ça aurait été 3 actrices différentes. Il y a des films qui sont comme ça, on choisit 3 personnages différents, enfin pour parler de 3. Et ce qui est intéressant, c'est précisément qu'il s'agit d'un seul et même personnage. Je pense que c'est ça qui est le vecteur essentiel du film. C'est que c'est la même. Oui, c'est la même. C'est la même, mais qui n'est pas la même. C'est la même et qui change. Oui, mais donc même au niveau des accents. Nous, l'acteur et l'actrice, elle a la même. On retrouve toujours la même actrice. On sait qui elle est. Oui. On sait que, dans notre mémoire, là,
c'est comment le nom des personnages. Eya, Emira et Aïcha. Pour nous, c'est Eya. Quand Oui, elle oui. dit je m'appelle, Emira. nous savons que donc Oui. nous, cette ambivalence-là, cette ambiguïté-là, nous la portons. Oui, ça, mais ça, ce qui joue aussi, c'est que le spectateur sait des choses que les autres personnages ne savent pas. Donc c'est un petit peu la complicité qui se crée, qui se crée, mais qui donne au personnage sa complexité. Comme dans la scène quand elle va chez Rafiq et avant ce moment fondateur dans le balcon, on veut lui dire mais non, mais casse-toi, c'est le méchant. Tu vois. Mais ça, c'est un petit peu mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est aussi. Après, quand elle est mais après, elle est obligée d'être. C'est comme un. C'est-à-dire, elle joue pas. C'est comme Mad Max, tu sais, le truc de Fury Road, tu vois, ça y est, le wagon est lancé, elle est en perdition totale, mais il n'y a plus de frein, quoi. Ça y est, mais c'est la descente qui doit aller jusqu'au bout et qui, pour moi, est caractérisée par la scène du balcon où, véritablement, elle touche le fond. Donc, à partir de là... Et le scénario, tu sais, on aurait dû partir... Elle touche le fond au balcon. Mais oui, elle touche le fond au balcon et c'est drôle, face à ce Tunis dont elle a toujours rêvé, en fait. Oui, c'est ça, oui. Du haut du balcon. Tunis devient le théâtre de sa déchéance. Oui. Cette ville dont elle a toujours rêvé, et ben finalement, elle le lui renvoie en pleine gueule. Et voilà. Là, il fallait que ce soit au balcon pour toi quand non, pour moi, il fallait que ce soit sur Tunis. Et d'ailleurs, si vous analysez le plan, Tunis occupe plus, quand on est dans le 4, elle est gauche 4, et il y a tout le malheur de ce viol et toute cette violence de ce viol en off. C'est un plan séquence, et toute la partie droite du cast, c'est Tunis. C'est Tunis, et elle est en face de Tunis. Elle se fait violer face à la ville dont elle a toujours rêvé, en fait. C'est comme si Tunis lui renvoyait tout en pleine gueule, en fait. Tout en pleine face. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne sera jamais la même. D'ailleurs, tout de suite après la confrontation, c'est avec Lobna. Ça y est, les vannes éclatent. En fait, ça y est, c'est un nouveau personnage. Elle se retrouve dans la rue, elle se retrouve avec elle. Ça y est, c'est un processus qui s'enclenche et il va falloir changer, sinon c'est la mort qui l'attend en fait. Ça y est quoi. Il y a plus de possible, il y a plus d'autres alternatives. Voilà. Il y a quand même le troisième personnage de la boulangère. Oui. Oui. Il y a une autre figure que celle de Lubna, puisqu'elle n'est pas soumise non plus. Alors, pour moi, c'est un peu la même. Oui. C'est un peu la même personne. Mais sauf qu'une qui se montre sous sa meilleure facette, et l'autre dans sa pire. Dans le sens où ces deux femmes tunisiennes qui sont libres de leur choix et libres de faire ce qu'elles veulent, mais tout dépend un petit peu, vous savez, comme on fait généralement des rencontres, beaucoup de rencontres dans notre vie. Et là, je vais parler par exemple des rencontres amoureuses. Je ne sais pas, je prends un exemple. Ma femme, je ne sais pas si on aurait été ensemble, si on s'était rencontrés quand on avait 20 ans par exemple. On s'est rencontrés à un âge plus mature. Et je pense que c'est ce qui, des fois, fait la réussite de certaines relations, de se rencontrer au bon moment. Et Eya rencontre Hela au bon moment. Mais c'était important pour moi, quand j'ai écrit ce personnage-là, Hela, c'est la seule personne qui ne juge pas Eya. Elle ne la juge pas. Et c'était important pour moi parce que il y a des personnes comme ça qui arrivent, qui tombent, des fois c'est des bénédictions comme ça, on ne sait pas pourquoi on croise le chemin de certaines personnes qui nous font énormément de bien. Et voilà, même si j'aime beaucoup aussi, là aussi, ce personnage, parce que c'est une femme, c'est une lionne, quoi. Dès qu'on touche à ses enfants, et là, ce moment un petit peu très fort dans le film où elle lui dit « C'est ta vie, tu en fais ce que je veux, mais moi j'ai 2 filles à la maison et je ne veux pas de problème. » Dans le sens où elle pose tout de suite les limites de ce qu'elle pourrait éventuellement accepter. Donc voilà, mais c'est un peu la mère qu'elle aurait voulu avoir, en fait. Oui, oui, bien sûr. Ah bon, elle lui dit. Et c'est précisément pour ça que quand ses parents arrivent,
Elle est à l'intérieur de cette. Oui. Elle est déjà dans une autre famille. Oui, elle a déjà changé en fait. Et d'ailleurs, quand ils apparaissent, alors je voulais Oui. te poser cette question, parce qu'ils apparaissent comme des fantômes. Enfin, c'est comme si Du passé, oui, comme ils viennent, c'est comme, ils sont c'est flous comme d'ailleurs. deux fantômes. C'est comme s'ils Oui, oui. étaient morts, comme s'ils Oui, sont morts dans sa c'est tête. comme si c'était eux. Ils Oui, sont là ils tout d'un sont coup là, comme oui. deux ombres. Oui, c'est un petit peu. C'est le passé qui ressurgit. Oui. Et voilà, mais en fin de compte, le Et on personnage comprend. a changé. Et on comprend. Parce qu'on Oui. peut être, je ne sais pas qui, quelqu'un a dit dans la salle, enfin ça m'a beaucoup Oui. étonné, parce que nous on est Tunisiens, on est dedans. Il a dit, elle renie sa culture. Enfin, je pense que c'est même Olivier. Et il a dit, sa culture, c'est pas du tout, elle renie pas sa culture. Non, pas c'est-à-dire du le tout. rapport aux parents, ça paraît tellement au-delà de toutes les limites, quoi. Ouais, Du ouais, respect ouais. que l'on doit, Bien sûr. généralement dans ces sociétés, à ses parents, surtout de la part des filles dont on dit qu'elles sont toujours affectueuses, Oui, etc. mais même les hommes, là, même les hommes. mais ils là, ça vouent se un- comprend parfaitement. Oui. C'est deux ombres, deux De fantômes qui fantômes. arrivent. Oui, et oui, puis c'est le passé qui ressurgit. Ouais, C'est le passé qui ressurgit. Et d'ailleurs, il y a un moment, même, on l'entend pas quand elle parle. non. Oui, on est déjà, voilà, on est déjà, Ben, on les entend à peine. Oui, on les entend à peine parce qu'il y a des... voilà, moi c'était important qu'il y ait ce moment de vérité, mais qui ne soit pas à l'intérieur, qui au contraire soit à l'extérieur, dans une cour d'immeuble. Et l'idée c'était... Et a pris sa décision, mais c'était important qu'elle le leur dise, en fait. C'était important qu'il y ait cette confrontation et que cette femme qu'on a eue... qu'on a vue docile, obéissante, surtout au début, elle dit stop en fait. Elle dit stop à tout ça et elle prend les rênes de son destin. Et je trouve que c'est là aussi fondateur pour le personnage parce qu'elle s'affranchit de la culpabilité qu'elle avait pour eux en fait, qu'elle avait envers eux. Et si on était une féministe primaire, un peu idiot, ce serait le père auquel elle c'était contre la... Parce que lui, il est taiseux. Enfin, lui, Comme ça... d'habitude. Oui, et elle lui ça. dit toujours, tu n'arrêtes toujours rien à dire. C'est plus contre la mère, elle parle, mais en fait, le père, évidemment, il est... Ben oui, et on le sait tous très bien, en Tunisie, en tous les cas, la société reste patriarcale, mais à l'intérieur des foyers, la société est matriarcale. C'est la mère qui décide, mais... Les tout derniers films marocains le montrent. Le film de... Comment elle s'appelle Asma. Moudi, le film de Leila Kilani, le film de Fawzi Ben Saïdi. Enfin, c'est toujours des femmes comme ça qui sont... Oui. Et donc, voilà, elle prend cette décision et c'était important d'éviter un petit peu le piège du happy end, tu vois, et tout le monde est heureux et tout le monde est content. Et ben non, elle dit non et elle n'est pas prête à pardonner. Et après, bon, je ne sais pas si... en fait, son père, quand il la prend dans ses bras, il n'arrête pas de lui dire pardon, en fait. Il s'excuse. Et elle lui dit non, en fait. Et que vous avez connue est morte. Et c'est là où véritablement le film commence. C'est là où Aïcha commence, car elle n'est plus passive. C'est fini. Et c'est la vraie première décision qu'elle prend pour devenir la personne qu'elle veut être. Elle les a rejoints dans leur tombe. Oui, ça y est. Non, eux, ça ils y est, sont morts. Moïli, tu voulais intervenir? Je t'ai vu esquisser un geste. En fait, ça me fait réagir parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à la voir libre, Aïcha. Et on comprend ce que veut dire Aïcha à la fin. Oui. Mais justement, je trouve ça intéressant de voir la liberté un peu comme ça, comme un peu en fonction des conditions, Enfin, cette liberté, elle se joue dans ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à la voir libre et je me suis beaucoup questionnée pendant le film et là pendant la discussion. Mais je ne comprends pas, elle est libre ou pas cette femme? Elle est forte Non, c'est une pseudo-liberté. Oui, mais cette liberté, elle est peut-être aussi puissante, même si elle est entre plusieurs murs et qu'elle est un peu conscrite, mais elle s'exprime quand même. Enfin, c'est intéressant de voir la liberté. Oui, mais c'est une liberté qu'elle arrache un petit peu. Oui. Et elle n'est, pour être franc, le seul plan où Aïcha est libre, c'est le dernier. Hein. Oui. C'est quand elle sort du tribunal, qu'elle enlève son voile et qu'elle entreprend cette nouvelle vie. C'est le seul plan
d'elle libre. Et d'où la coupe finale, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est la prise de conscience d'une liberté. C'est comment arracher sa liberté. C'est comment devenir libre dans une société où tout nous est imposé un petit peu. Donc, c'est de ça dont parle le film, en fait. Donc, je comprends que vous ayez du mal à savoir si elle était libre ou pas, parce que tout au long du film, j'ai construit cette liberté comme une pseudo-liberté. Elle croit être libre. Une fois partie à Tunis, elle croit être libre, mais elle ne l'est pas. Et différents moments et différentes situations viennent lui rappeler qu'elle ne l'est pas. Rien qu'on m'entend sur son nom. On ne peut pas être libre si on cache notre identité. Je trouve ça merci. Je trouve ça intéressant que la liberté puisse être vue comme un interstice. C'est ça, bah oui, Ouais. c'est une promesse, oui. Bah oui, c'est ça, sinon le film serait débile, quoi. Si ça se ferme sur un personnage qui se libère, nous, on est affranchis de toute responsabilité. Oui. Alors que le film, on est obligé le film, son objectif, c'est pas de régler un problème. Je veux dire, c'est pas d'émanciper une femme qui ne l'est pas. Auquel cas, ce serait chimérique et un peu commercial. Enfin, c'est des trucs idiots, là. Mais le réalisme, quand il est arrivé au cinéma, dans toute l'histoire du cinéma, il a à chaque fois complexifié davantage et réglé moins les problèmes, mais plus les exposer. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Et c'est ça qui est intéressant dans ce personnage. Elle est en devenir. Enfin, même si elle n'est pas libre, à aucun moment on sent qu'elle est maîtresse véritablement de son destin, mais on sent qu'à chaque fois elle essaye, de faire quelque chose. Donc c'est le parcours, c'est son parcours qui est intéressant. La liberté est à l'horizon. Oui. Elle n'est pas réglée dans le film, c'est bête là. Oui, c'est comment elle l'embrasse vers la fin. Oui. Et donc, c'est ça qui est bien. On comprend une société, sa complexité, le patriarcat, la place de la mère par rapport au père. Pourquoi ce père qui est en fait lui qui, en principe, dans une société patriarcale, il ne parle pas. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi cette fille qui cherche en fait à avoir une vie confortable, tranquille, amoureuse, etc., elle subit autant d'affronts, elle est violée de la pire manière qui soit, etc., et en même temps elle porte en elle toujours une espèce de pureté comme ça. Tout ça, c'est ça qui fait que la complexité de la vie, et qui fait qu'on réfléchit, justement, comme nous sommes en train de le faire, et de se dire, la solution n'est pas dans le film. Ouais. La solution, elle est forcément ailleurs, à l'extérieur. Oui, madame. Et je voulais dire, sans le vouloir, elle est un facteur de liberté pour le policier. Absolument, c'est un élément déclencheur. Absolument. C'est extraordinaire ce personnage. Absolument, c'est un élément déclencheur. Oui, en fait, elle ne se rend pas compte de l'onde de choc qu'elle propage autour d'elle, en fait. C'est un choc, et elle est le choc. Et on voit l'onde qu'elle propage, mais aussi sur beaucoup de personnes, hein, même sur Lobna. Même sur Lobna, parce que moi, en tant qu'auteur, cette longue... la dispute qu'elle a avec Lobna est fondatrice pour Lobna. Je ne le montre pas, mais Lobna va arrêter, en fait. Elle va arrêter parce qu'elle arrive à un point, au paroxysme de son mal-être. Elle a poussé de ses derniers retranchements. Exactement. Mais en la jetant et en fermant la porte, elle ferme aussi la porte à tout ça. Donc voilà, et elle ne se rend pas compte de l'onde de choc, mais même par rapport à son père. Son père, elle libère la parole à son père et elle ne le sait pas. Et j'aime beaucoup ces personnages qui ne savent pas l'impact qu'ils laissent, l'empreinte qu'ils laissent derrière eux, mais elle le fait, justement, c'est pas une héroïne, c'est une anti-héroïne, donc c'est quelqu'un qui veut juste pouvoir vivre et non plus survivre. Voilà. Merci à vous. Moi, je dirais que c'est quand même une liberté conditionnelle, puisqu'elle est toujours dans le mensonge. À partir de l'accident, elle usurpe une autre identité. Oui. Et à la fin aussi. Oui. Elle ne sort pas du mensonge, en fait. Elle va toujours être liée à une forme de mensonge. Oui, mais elle est... comme tout le monde, quoi. Mais après, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Et puis, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on ne ment pas forcément tous, tout le temps, comme ça, de façon très franche, mais on est toujours obligé de jouer un jeu, un personnage qu'on n'est pas, sauf que le cinéma, comme c'est une hypothèse fictionnelle, le cinéma exagère une situation pour nous
renvoyer Oui, une image. absolument. C'est pour ça. Sinon, on ne peut pas s'identifier à cette Absolument, femme. oui, Pourquoi, oui, absolument, pourquoi on absolument. s'identifie? Parce qu'on se dit, si j'avais vécu cette situation, que moi, peut-être que j'aurais fait la même chose, quoi, sur le mode conditionnel. Quoi, je veux dire. Et c'est ça qui, encore une fois, je trouve important pour nos sociétés. Parce que c'est vrai que quand on fait du cinéma, on a fait du cinéma au début, c'était très naïf, on voulait reproduire la réalité, en même temps épuré de toutes les saletés, de toutes les pesanteurs, toutes les perfections. Donc on fait des personnages héroïques, des femmes qui sont très belles, très fidèles, des hommes qui sont ceci, cela, ou des autres qui sont méchants, terriblement dégueulasses et tout. Et là, effectivement, c'est une image beaucoup plus complexe, où interviennent des tas. Le personnage, il est incroyable du flic, là, avec son frère, etc. Son rapport à ses collègues, là, quand ils se réunissent, tous ces mecs, pathétique, c'est un truc pathétique, quand ils prennent les trucs des femmes. C'est très fort, ça. C'est très puissant, ça. Oui, ça me fait plaisir, parce que ça leur rend un petit peu... C'est une séquence qui a été longuement débattue. Ça leur rend un petit peu leur humanité, dans le sens où ce ne sont pas que des brutes, ce ne sont pas que de grands méchants monstres. C'est des petits-enfants, quoi. Oui, c'est une ils famille. s'amusent. C'est un peu une famille. Ils passent énormément de temps ensemble, ils se charrient, voilà, ils se foutent un petit peu de leur gueule, de leur gueule mutuellement. Et voilà, ça raconte un petit peu l'envers du décor. Ce ne sont pas que des monstres méchants, voilà. Et même d'un point de vue strictement sociologique par rapport aux attentes ici, parce que moi je vois un peu comment les choses sont perçues. Cette modernité-là, dont parlait Aimé Césaire, tronquée, bizarre, que nous vivons en Tunisie. Parce que c'est vrai que c'est une société à la fois moderne et en même temps archaïque, etc. Enfin, il y a tout le temps ces choses-là. Elle apparaît aussi à travers, par exemple, la commissaire, enfin la femme, celle qui dirige le truc, c'est une femme. Hein. Bah oui, c'est une femme complètement émancipée, libérée. C'est ça. Et après, l'idée, voilà, elle le fait, c'est une femme, et j'y tenais à ce que ça soit une femme, comme je tenais à ce que les 3 juges, à la fin, soient des femmes. C'est important parce que c'est... et cette femme, je parle de la commissaire en chef, qu'on pourrait croire, qu'on voit... qui a de l'empathie pour l'enfant, pour ce jeune qui est mort. Elle veut s'enquérir de son âge, de savoir comment... Mais elle défend le système. Mais elle défend le système parce que c'est un système qui broie, parce qu'elle pense à elle a 2 filles, elle est dans un âge où elle ne peut pas se permettre un nouveau scandale. Donc s'il va falloir broyer un innocent, eh ben, elle broiera un innocent. Donc, c'est comme une autre femme, quand même. Bah, exactement, et il y a des... Voilà, il y a l'autre visage aussi de cette juge qu'on voit par contre très dure, qui a la mâchoire carrée, que j'ai choisi vraiment sciemment. Elle a la mâchoire carrée, elle est très dure. J'en ai connu comme ça. Oui, et tu te dis, oh putain, encore quelqu'un. Eh ben non, elle vient rompre ce fil d'injustice. Et voilà, c'est différentes facettes, et je reste convaincu que l'avenir de la Tunisie... féminin. Oui, je pense, mais c'est pas, je veux pas encore une fois être dans le féminisme primaire, mais je pense que... Pour le moment, on les arrête, les femmes candidates. Oui, même les hommes, hein, même les hommes. Même les hommes. Mais après, l'idée, c'est, je pense, une société pluriféminine et une société saine, dans le sens où quand... Il faut que, vraiment, je ne veux pas parler d'égalité parce que c'est un peu chimérique et tout ça, mais là où une femme occupe toutes les places de la société, c'est là où la société peut véritablement, je pense, parce que l'homme se sentira moins puissant. Donc, et tant qu'il n'y aura pas l'omnipotence masculine, la société se portera mieux, je pense. Oui. D'ailleurs, dès le départ, dans l'histoire du cinéma tunisien, en tout cas, mais même arabe, depuis, avec Chahine et tout, les hommes, ils sont fêlés, ils sont taiseux, ils sont malades, et c'est souvent les vecteurs d'énergie, de vie, qui font avancer les films, les histoires. C'est soit des adolescents, soit des femmes, quoi. Même dans le cinéma iranien, dans toutes ces sociétés, le cinéma japonais du temps de Ozu, ou de Mizoguchi. Mais même maintenant, même dans le cinéma indépendant américain, on voit une nouvelle figure, je pense, de la femme qui essaie de trouver sa société, parce que il n'y a pas que...
il n'y a pas que dans le cinéma, il n'y a pas que dans le monde arabe que la femme a des difficultés à s'imposer et tout ça. Hein. Donc voilà, c'est une nouvelle tendance mondiale, je crois, de montrer les femmes, même pas toujours sous leur meilleure facette, mais je pense que c'est ainsi qu'est la vie. Hein. On n'est pas parfait. Alora, parce que moi je me suis beaucoup questionné. J'étais à Cannes. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai dit pourquoi ce film-là, on lui donne la Palme d'Or, c'est une travailleuse de sexe, etc., cynique et tout. Et en fait, après, j'ai compris la sociologie derrière le prix qui a été accordé. Je comprends très bien. En tout cas, merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous.